on va passer maintenant à la première table ronde. Et donc, du coup, je vais partir de scène. Je vais laisser la place aux intervenants. Donc, j'appelle à monter sur scène Marina Deschamps, Rouloud Sassi, Pascal Brenet, Alexandre Douablin, Gaël Maten et Julien Dufourmentel. Et donc, du coup, toutes ces personnes, je vous invite à prendre un micro à la table des micros. Voilà. Et à me rejoindre. Bonjour. Alexandre Douablin est absent. Très bien. Mais je vous laisse prendre place. Allez-y, montez. Donc, je vous rappelle à tous de bien porter le micro calé sous le menton, de parler distinctement. Et voilà, les micros sont ouverts. Vous avez 30 minutes pour parler de ce thème inscrit sur l'écran. Pourquoi entreprendre quand on est chercheur ou jeune docteur? Eh bien, très bonne table ronde. Merci. Eh bien, je suis particulièrement bien entourée aujourd'hui. Nous parlons de Deep Tech. Et finalement, on vient de l'entendre à travers plusieurs paroles qui ont été présentées. La Deep Tech, c'est un long chemin. Et on pourrait dire aussi que ce sont de longs chemins parce que ça peut prendre des formes différentes. Et celle que nous présentons aujourd'hui principalement, et sur cette table ronde en particulier, c'est le chemin qui va donc de la science au marché, à ses usages, à la création de valeur économique, environnementale, sociale. Et ce chemin, eh bien, c'est avant tout un chemin humain, donc qui est incarné, qui est pris à bras-le-corps par des chercheurs, entrepreneurs. Et donc, eh bien, 4 personnes qui vont finalement témoigner de leur parcours. Et donc, pour vous donner la parole, je vais poser une question simple. Pourquoi entreprendre? Qu'est-ce qui vous a amené les uns et les autres à vous lancer dans un parcours entrepreneurial à partir donc de votre activité de recherche? Peut-être Marina, pour commencer. Merci, bonjour à tous. Alors, pourquoi entreprendre? Donc, moi, il faut juste retracer un peu le parcours. Vous voyez qu'on n'a pas tout à fait tous le même profil. Je suis un petit peu plus âgée que les autres personnes présentes sur le plateau. Donc, moi, je suis chercheuse depuis 20 ans dans une équipe INSERM à l'établissement français du sang donc de Besançon. On a développé un nouveau médicament contre la leucémie. Donc, on a fait toute la partie recherche pendant à peu près 7 ans. Et puis, à un moment donné, il a fallu aller plus loin. L'objectif était de présenter et de pouvoir proposer rapidement ce médicament aux patients. Et là, se pose la question de toute l'organisation parce que au niveau académique, c'est un peu plus compliqué. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'avec mon collègue Christophe Ferrand, également chercheur, on a décidé de cofonder Cancel Therapeutics. Donc, la décision a été faite parce que notre objectif, c'était d'amener un médicament vers les patients et que ce type de médicament, en situation académique, c'est très compliqué et on avait peu de chances en fait de réussir. Alors, depuis 2 ans qu'on a commencé, ça a un peu évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas simple et on a choisi l'option de la start-up. Très bien, merci Marina. Donc, on reviendra après, peut-être avec d'autres morceaux de ce parcours. Peut-être puis-je passer la parole à Rouloud parce que la santé, c'est aussi son domaine d'action. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Rouloud Sassi. J'ai un double doctorat en biologie moléculaire et biochimie, biologie humaine des universités Tunis-Manar et Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis la porteuse du projet EPOC, qui est la nouvelle voie thérapeutique que j'envisage pour terrasser le glioblastome. Donc, il faut savoir que le glioblastome est le cancer cérébral le plus mortel et le plus fréquent, avec 250 000 cas et 200 000 de décès dans le monde par an. Il a aussi une particularité métabolique. C'est un cancer très appétant pour le cholestérol. Du coup, ce qui fait que le cholestérol est très accumulé dans cette tumeur et c'est une cible d'intérêt pour la thérapie. Donc, le projet EPOC, il se porte sur une approche thérapeutique inédite pour le traitement du glioblastome, qui est la thérapie métabolique antitumorale en ciblant le métabolisme du cholestérol. Actuellement, je suis en maturation avec Science. Bien sûr, je fais la recherche, mais je gère des études précliniques et j'essaye d'établir des collaborations pour mener à bien mon projet. Pourquoi je voulais entreprendre? Parce que je suis une passionnée de cerveau, donc je trouve que c'est un organe très précieux du fait de ses fonctions et de son emplacement.
On est tous d'accord que tous les cancers sont agressifs. Mais par exemple, si une personne elle est atteinte d'un carcinome mammaire, un cancer de sein, elle peut enlever ses seins et vivre normalement. Mais si elle est atteinte d'un glioblastome, elle ne peut pas enlever son cerveau. Donc c'est normal. Ce qui m'a intéressée au glioblastome, c'est plutôt ça. En plus, il est un cancer hautement résistant à la radiochimiothérapie et à l'immunothérapie. Il est considéré comme une maladie orpheline du fait du manque de solutions thérapeutiques. Donc, il y a aujourd'hui une réelle nécessité de développement de nouveaux médicaments. Très bien, merci Rouloud. De rien. Eh bien, on va passer la parole à Gaël maintenant. Gaël, donc chercheur, entrepreneur. Oui, chercheur, entrepreneur. La question pourquoi entreprendre, est-ce que c'est évident? C'est pas évident. Il y a toujours une envie latente. Moi, dans mon cas, je savais qu'un jour, j'avais envie, un jour dans ma vie, de créer une entreprise et d'essayer cette aventure-là. C'est arrivé à un moment où j'ai fait de la recherche pendant quelques années, 7-8 ans, à l'Institut Femto-ST à Besançon. Et dans un labo de recherche, en fait, c'est un peu le paradis parce qu'on a des moyens. Moi, j'avais la chance d'avoir des moyens conséquents pour faire ma recherche qui concernait l'acoustique et les vibrations. Et on développe des super technologies, on a plein de bonnes idées. Et voilà, pour chaque personne dans un labo, il y a de quoi faire au moins 3 startups. Donc c'est un vivier qui est quand même assez colossal. Mais il y a un moment où on se pose la question de « et après ?» Parce qu'une bonne idée ou une technologie qui reste dans un placard, finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Et moi, dans mon cas, on était arrivé à un développement technologique assez avancé et se posait la question de « et maintenant ?» On était capable de réduire le bruit de façon efficace. Alors, le bruit, c'est quand même un enjeu assez colossal. Je vous épargne les chiffres qui font peur, mais ça a un impact sanitaire qui est assez important. Et dans mon cas, se posait la question, soit on transfère ça à une entreprise existante, soit on crée une start-up pour continuer le développement. C'était plus de la recherche, maintenant c'était on va en faire des produits, on va en faire des services. Alors le chemin est très long, on en reparlera sur le côté deep tech. Voilà, au moins il y a un label qui reconnaît que c'est un chemin de galère un peu, avec des moments sympas quand même. Mais donc il y a un moment, on se dit, c'est peut-être moi le mieux placé pour continuer, pour distribuer, pour faire en sorte que ce qu'on a inventé dans le laboratoire devienne une entreprise et puisse bénéficier à tout le monde, enfin en tout cas au plus grand nombre possible. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je pense qu'il faut insister là-dessus, ou pour les gens qui se posent des questions, si vous avez envie un jour de faire ça, mais que vous n'êtes pas sûr, c'est un processus long et continu. Il n'y a pas un changement brutal. C'est-à-dire qu'on accompagne un changement où petit à petit on apprend d'autres facettes. Donc monter une entreprise, c'est construire quelque chose. Donc la techno et la science, c'est une des briques. Mais il y a aussi les autres briques qu'on apprend petit à petit et pour lesquelles il y a tout un réseau, on l'a déjà évoqué, mais il y a tout l'écosystème qui aujourd'hui est quand même très dynamique et qui est d'une grande aide. Donc voilà, c'est un chemin continu, c'est là-dessus je pense qu'il faut insister. Très bien, merci. Eh bien, Julien. Bonjour à tous. Donc moi c'est Julien Dufourmentel, je commence en fait la pré-incubation sur mon projet, donc ça fait quand même déjà pas mal d'années que je travaille sur le projet au niveau scientifique parce que j'ai commencé ce projet en fait, la première preuve de concept sur ce projet durant un stage de master, et ensuite j'ai continué pour amener ce projet parce qu'il a vraiment un gros potentiel sur le marché, une réelle demande, et donc j'ai voulu continuer en thèse via en fait une bourse de docteur entrepreneur. Et donc pour resituer en fait le projet, moi mon projet ça concerne en fait la mesure de coagulation du lait en fromagerie. Donc derrière, il y a eu depuis le stage, il y a eu vraiment des partenaires qui voulaient montrer déjà une première preuve de concept en laboratoire. Et donc c'est à partir de ce moment-là, durant le stage, que j'ai voulu entreprendre via justement
la bourse de docteur entrepreneur, parce que j'ai vu vraiment un réel potentiel de ce projet dans le milieu industriel. Mais contrairement à Gaël, moi je voulais vraiment pas faire ça au départ, hein. J'étais vraiment dans le milieu scientifique et donc j'étais très intéressé par le milieu scientifique pour découvrir plusieurs domaines et créer de l'innovation. Et c'est vrai qu'à travers ce stage, ça m'a vraiment mis un premier pied dans l'innovation et on a vu qu'il y avait un réel potentiel. Donc ça, c'était vraiment ma première motivation en fait, à aller vraiment dans l'entrepreneuriat et aller le plus loin possible pour arriver à un produit fini. Très bien, merci. Alors, j'ai une question à vous poser parce que finalement, donc vous mettez tous en avant la longueur du chemin. Vous n'avez pas parlé de risque d'ailleurs, hein. Vous avez vraiment parlé des objectifs et d'une opportunité d'entreprendre. J'ai envie de vous poser une question sur votre posture parce que finalement, donc vous êtes tous des chercheurs et puis aujourd'hui entrepreneurs. C'est vraiment des choses extrêmement différentes qui se complètent bien sans doute, mais bien différentes, qui supposent d'autres compétences, d'autres postures. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ça, ce changement de posture peut-être? Est-ce que vous la vivez seule? Est-ce que vous la vivez en équipe? Comment cherchez-vous à vous entourer dans vos projets? Alors, en ce qui me concerne, vous avez dit que c'était un parcours qui était long. Moi, pas du tout. Ça s'est fait en pas si longtemps que ça. Finalement, ça a été très vite. C'est un parcours un peu particulier qui ne suit pas le chemin tout tracé, les cases établies, puisque finalement, j'étais chercheuse. Je le suis toujours aujourd'hui. Donc, je cumule chercheuse et entrepreneuse au niveau de la start-up. Mais le parcours est un peu spécial. Ça a été très vite. On était deux. On a fait les choses à deux. On a été accompagnés par des KBFC, par le PMT. Mais au final, c'est nous deux, en tant que chercheurs avec Christophe, qui avons finalement pu mettre en place toute la start-up. Ça s'est fait en 2 ans. Et finalement, ce qui s'est avéré être le plus important, c'est l'équipe. C'est les hommes. C'est l'humain. Finalement, c'est là-dessus que tout repose. La confiance des investisseurs, c'est là. Le projet, il est super. Oui, on a forcément tous de bonnes idées, des projets à défendre, une expertise plus ou moins longue. Donc c'est vrai que nous, l'avantage aussi, et ça a été dit tout à l'heure par Xavier, c'est que nous, on avait une expérience de vie. Déjà, on a un peu avancé dans l'âge, donc on a une expérience de vie, une vision qui est un petit peu différente peut-être de jeunes qui sortent plus récemment de l'université. Mais au final, ce qui se passe, c'est qu'on mise sur une équipe. Et finalement, au niveau de l'entreprise, nous, on s'est rendu compte que la chose la plus importante, c'est de savoir s'entourer et de ne pas avoir peur d'aller chercher les personnes compétentes, les gens qui ont du talent dont on a besoin dans notre équipe. Même si on en a besoin que pendant 1 an ou 2, et puis qu'après, la start-up ou l'entreprise va changer de niveau ou changer de domaine et on aura besoin d'autres compétences, il faut aller les chercher, ces compétences. Et finalement, c'est les personnes autour qui comptent. Les personnes et le réseau. Et c'est ce qui nous a permis d'aller vite, je pense. C'est nos 20 années d'expérience. On avait déjà un réseau autour de nous. Et finalement, c'est le réseau qui nous a permis d'avancer et de structurer notre équipe et de pouvoir maintenant développer notre projet et de ne plus être dans l'attente ou dans le questionnement du risque. Le risque, il y en a. C'était aussi votre question. C'est quoi le risque? Le risque, il y en a, mais je ne sais même pas si on se pose la question du risque, en fait, quand on est entrepreneur. Enfin, je veux dire, une fois qu'on veut suivre notre objectif et que notre objectif passe par l'entrepreneuriat, finalement, c'est une étape de vie et on y croit tellement. Enfin, moi, c'était mon cas. On y croit tellement, on croit tellement en notre projet qu'on ne voit pas le risque. Et pour ne pas tomber dans ce piège, encore une fois, il faut l'équipe. Et quand on n'avance pas tout seul, ça avance. Très bien, merci. Merci Marina. Alors, qui veut prendre le relais? Donc, pour moi aussi, je vois que l'entrepreneuriat est une sacrée aventure. Vraiment, moi, j'étais lauréate Grand Prix du concours d'innovation iPhD. Je suis accompagnée par BPI France pour les formations. Parce que je viens d'un milieu scientifique, je ne connais rien en business. Donc je dirais on a besoin de l'expertise forcément, mais il ne faut pas se mettre dans les mains des experts. Moi, je compte se former. Donc je compte faire le master avec Pascal en management des entreprises innovantes.
Et pour l'entrepreneuriat, je vois que ça sera le seul moyen et la seule opportunité qui va permettre de concrétiser mes travaux de recherche et qui va donner vie à mon projet. Alors, Gaëlle, je crois que tu as une expérience en termes d'équipe, Oui. ou des expériences, Oui. peut-être que tu peux nous Oui, parce qu'on dit évoquer. l'équipe c'est le plus important. Et en fait, c'est vrai, mais c'est vrai dans la vie aussi. Quand on est bien accompagné, les choses sont quand même plus faciles que quand on est seul, ou pire, quand on est mal accompagné. Après, c'est facile à dire parce qu'on ne peut pas décider que demain à 14h, on va rencontrer son associé. On ne peut pas décider que vendredi à 17h, on va rencontrer la personne idéale qu'on va recruter. Et la seule façon de réussir à avoir des gens compétents, plus compétents que soi, c'est l'important, ça aussi. Il faut être le moins bon de l'équipe quelque part. Il faut chercher que des gens meilleurs que soi. Des fois, c'est tentant de se dire, je vais prendre des gens moins bons, comme ça, je brillerai plus. Et en fait, non, il faut vraiment chercher que des gens plus pointus que soi. Et la seule façon d'arriver à faire ça, c'est de rencontrer d'avoir le plus d'occasions possible. Donc c'est le réseau. Ça, c'est vrai qu'il faut insister aussi. Plus on a de réseau, plus c'est facile. Parce que quand on connaît des gens, ces gens-là ont aussi des réseaux. Donc en fait, ça évolue de façon exponentielle. Et quand on arrive à avoir des chemins d'accès privilégiés pour un client, pour accéder à un marché, pour accéder à une personne particulière, ça facilite vraiment énormément le travail. Mais il y a une part d'incertitude là-dessus. Il faut accepter de lâcher prise un peu, parce qu'on ne peut pas maîtriser ça. Donc il faut se donner des occasions. Et il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que autant je ne ressens pas l'aventure comme étant très risquée à titre personnel, parce que finalement tout ce qu'on a à y perdre c'est un peu d'argent, mais le reste on apprend tellement que c'est une belle expérience. Par contre, c'est pas confortable. Voilà, ça, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est loin d'être confortable et il y a des moments difficiles, il y a des moments exaltants, mais voilà, c'est tout sauf confortable. Et il faut accepter de se laisser un peu porter aussi par les événements et d'accepter de s'exposer. Voilà. Très bien, Julien. Alors oui, c'est vrai que Gaël il a raison. C'est vraiment s'entourer de bonnes personnes. Et puis, au tout début, c'est vrai que dans mon cas, moi, j'étais pas dans l'optique de créer une start-up au départ. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on y prend goût. Et puis, parce qu'on va emmener très loin, en tout cas dans mon cas, la technologie. Et puis, du coup, nous, on est plus dans le domaine scientifique. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de sortir de ce domaine-là pour s'orienter vraiment plus sur l'entrepreneuriat qui finalement est un pilier pour la suite. Et je dirais mettre en second plan un peu le côté technologique. Donc ça, c'est un peu dans mon cas, j'ai eu du mal à franchir ce cap-là parce que je voulais vraiment finir le plus rapidement la technologie, mais finalement, je me suis aperçu que l'entrepreneuriat, vraiment, en s'investissant beaucoup plus, ça pouvait apporter que des avantages finalement. Et après, trouver des fonds et tout le processus pour créer l'entreprise. Pour la suite. Très bien. Alors, entreprendre, c'est une aventure humaine. Est-ce que vous acceptez de nous raconter un ou deux moments clés de votre aventure, de cette aventure, du chemin que vous avez parcouru jusqu'ici? Et peut-être, est-ce que vous pouvez évoquer un moment, alors vous avez utilisé les mots de exaltant, on sent votre enthousiasme. Donc voilà, peut-être un moment vraiment de grande avancée, de réussite, de bonheur, un moment exaltant justement que vous avez vécu, et peut-être aussi quand même un moment plus difficile. Donc quelque chose que vous avez ressenti et agi et ressenti. On prend toujours le même sens pour dire les choses. Qui a envie de commencer? Marina est prête. Alors bon, je commence. Un moment exaltant, je sais pas, il y en a eu tellement en fait. Dès qu'il y a un pas qui est fait, finalement, c'est vrai que tout à l'heure ça a été dit, c'est pas un long fleuve tranquille quand même. Faut être honnête. Il y a des moments où ça se passe pas comme on veut, mais finalement c'est pas très grave parce qu'on se remémore les bons moments, on envisage les futurs bons moments, et puis parfois on n'est pas tout seul. Moi j'ai la chance, je suis en binôme. Ça a été clairement, peut-être pour nous, on l'a vécu comme une difficulté au départ. Alors entre nous, c'était une force
parce que quand il y en a un qui va pas bien, l'autre il a le moral et ça remonte, et ça aide. C'est pas encore quelque chose qui est très commun. En général, dans ce domaine, le porteur de projet est seul. Il a une équipe, mais voilà, il y a une tête. Et ben chez nous, il y a 2 têtes. Donc ça, c'est l'avantage. Les bons moments, ça a été, je pense, peut-être le premier. C'est-à-dire le moment où on a décidé de faire la start-up. Ça, c'est la première moitié. La deuxième moitié du bon moment, eh ben, c'est quand on a signé en fait, le contrat qui a fait naître la start-up le 1er avril 2020. Voilà, ça c'était plus une idée, c'était du concret. Je pense que c'est peut-être les moments les plus marquants. Après, c'est des étapes. Il y a des choses importantes. Il y a voilà, quand on a un peu d'argent puis qu'on peut débloquer une étape. Il y a une levée de fonds. Ça c'est pas mal aussi comme bon moment. Et puis il y a des moins bons moments. Il y a des moments où on a déposé un dossier, ça passe pas. Il y a des moments où on veut des avancées scientifiques. Ça marche pas, c'est la science, c'est la recherche. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, et voilà, on fait avec. Donc voilà, les bons moments aussi, c'est quand on a une équipe qu'on a formée en recherche avec nous pendant 4-5 ans, et puis quand on leur dit, écoute, s'il y avait la possibilité de venir travailler avec nous, est-ce que ça t'intéresserait? Et là, les gens prennent pas 30 secondes pour réfléchir, ils disent oui instantanément. Donc on se dit, enfin voilà. D'un point de vue personnel et puis pour le projet, c'est aussi extrêmement valorisant. On voit que les gens croient en projet, croient en nous, croient en l'équipe. Donc voilà, c'est plein de petits moments comme ça, des bons moments, des moins bons. Et puis au final, on avance. Et à la fin, au bout de 2 ans, on retient que les bons moments. On oublie les mauvais. Ça fait partie de l'aventure. Voilà. Et l'entrepreneuriat, peut-être pour moi, je résumerais ça comme ça, c'est faut pas avoir peur de l'aventure, faut y aller, c'est une belle aventure, ça marche pas, les chemins sont pas tracés, et puis on fait avec, on s'adapte. Ça va avec la recherche, ceci dit. La recherche, c'est pareil, on s'adapte. Alors quand même, une chose un petit peu plus difficile dans le parcours, un moment, alors un obstacle, mais qui a été surmonté, peut-être, sans doute. Un obstacle, c'est peut-être la déception au début de ne pas aller aussi vite que ce qu'on avait imaginé. Quand on arrive du monde de la recherche, on ne sait pas ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, moi, j'avais aucune idée. Je pense Christophe un peu pareil. Et puis, on voit que le projet scientifique. Le projet scientifique, il est super. On se dit c'est obligé et tout le monde va y croire. Et on ne voit pas la problématique derrière dans la structuration entrepreneuriale. On voit que la science. Et à un moment donné, on est confronté à la vraie vie de l'entrepreneur, qui est, il faut de l'argent, il faut structurer son entreprise, il faut gérer s'il y a des salaires, il faut des assurances, s'il faut un tas de choses comme ça qu'on ne s'occupe pas quand on est chercheur. En fait, quand on est chercheur, j'allais dire, on a la belle vie. À part chercher des subventions pour nos projets, le reste, c'est toute la structure est gérée. Donc on tombe dans ce domaine-là qu'on ne connaît pas et on apprend, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et on apprend, on se forme. Il faut savoir se limiter aussi, parce que si on veut être bon, on ne peut pas tout apprendre. On choisit un domaine et puis ensuite on s'entoure de gens qui bien évidemment sont plus compétents que nous dans certains autres domaines, et puis on avance comme ça. Mais oui, la difficulté, je pense au départ, c'est la confrontation des 2 mondes qu'on n'imaginait pas. Merci. Rollo, donc tu es au début de ton parcours, mais oui, je suis pas en mesure. Tu as déjà. Ah, mais je pense que tu as. Je crois que tu as quand même déjà des morceaux d'aventure, des réussites déjà, des soutiens, des choses plus difficiles peut-être, des doutes. Moi, je suis chanceuse parce que je suis bien entourée, vraiment bien entourée par mon directeur, par la SAT. Je suis pré-incubée par des cas. Mais à un moment que je suis émue quand je me rappelle ça, quand j'étais dans la boucle de préparation, j'ai pas su quand mon fils il a commencé à parler. En effet, oui, la vie personnelle, elle est là, effectivement, et à côté de l'entreprise. Merci, Rouloud. Gaël ? Oui, alors un moment exaltant, pour moi, il y avait donc on a de la technologie, on a des prototypes qui fonctionnaient moyennement. Et donc, on a recruté 2 salariés il y a 6 mois. Donc, c'est quand même un pari parce qu'on a créé la société en septembre et on a, dans la foulée, embauché 2 personnes. Et alors déjà, il y a quand même la joie de voir que 2 personnes ont accepté de venir dans la start-up, ce qui ne coule pas de source parce que on n'a pas tellement d'argent, il y a du risque qui peut être perçu.
Et en fait, assez rapidement, on a eu des résultats qui étaient très significatifs. Et de voir les yeux qui brillent, les yeux des 2 salariés qui brillaient en disant bah, ça a super bien marché, et de voir qu'ils étaient contents d'être là, que ce qui était à la base un projet fou, c'est quelque chose qui est partagé, et de voir que d'autres y croient aussi, ça c'est particulièrement exaltant parce que, encore une fois, ça semble complètement fou quoi, que des gens acceptent de venir dans l'équipe alors qu'on n'a pas la capacité d'organisation, la capacité financière d'un grand groupe, aller dans un grand groupe, c'est tellement plus confortable pour un salarié. Et là, il y a des gens qui ont accepté de prendre le risque et qui manifestement s'y plaisent bien aussi. Et ben là, on se dit, ouais, je sais pourquoi je me lève, c'est quand même génial, quoi. Et un moment peut-être un peu plus difficile, c'est que il y a des fois, tout ne marche pas correctement. Et il y a des fois, il y a un peu un cumul avec des mauvaises nouvelles parce que la technologie, ça ne se passe pas comme prévu, parce que l'argent arrive toujours beaucoup plus tard que ce qu'on voudrait, les dépenses beaucoup plus tôt, hein, évidemment, ça va avec. et donc, des fois, il y a des gros moments de doute parce qu'on se dit, mince, là, est-ce que ça va vraiment le faire, quoi ? Est-ce que je ne suis pas complètement inconscient de me lancer là-dedans ? Et ces moments de doute-là, en général, précèdent des moments exaltants. Hein. Mais il y en a quand même quelques-uns où on se dit est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise là ? Et c'est là où être bien entouré, c'est important, dans sa vie privée, parce que en fait, il n'y a pas de limite à l'engagement qu'on met dans la start-up. Et donc, si on ne met pas de limite, on y donne tout. Et on n'est que des machines fragiles, donc il y a un moment, ça casse. Donc il faut aussi réussir à se freiner, à accepter que ça va moins vite que ce qu'on voudrait, que des fois ça va même moins vite que ce qu'on pourrait faire, parce qu'on peut toujours aller un petit peu plus vite, mais il faut s'économiser, il faut savoir gérer le long terme. Et ça, il y a des moments très difficiles, quoi, parce qu'on se dit, mince, ah ouais, là, ça, on aurait pu le faire plus vite, peut-être que si j'ai fait ça comme ça... Et ces moments-là, là, c'est important de ne pas être seul, parce qu'on peut vite partir en spirale un peu négative. Et donc, on retombe sur l'équipe et globalement l'entourage. Hein. Ça peut être des gens de son milieu personnel, ses amis. Il faut garder un équilibre avec sa vie privée. Et ça c'est important. Je vois que Julien acquiesce. Oui, c'est vrai. Alors dans mon cas, moi je suis vraiment dedans parce que là je commence à être, je suis en pré-incubation pour être en incubation avec des KBFC. Et puis c'est vrai que l'aspect concret en fait de l'entrepreneuriat m'a beaucoup manqué. Et là c'est vraiment le côté intéressant du sujet, puisqu'on commence à chiffrer beaucoup de données, que ça soit vraiment du concret par la suite, et surtout on a une perspective. Et ça, c'est ce qui manquait quand j'étais en thèse ou après en post-doctorat. Et là, c'est le côté intéressant du sujet, puisque il y a jusqu'à 1 an, j'étais vraiment dans le scientifique et je m'intéressais encore, on va dire, un peu de loin sur l'aspect concret. Et du coup, là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de donner une perspective. Ensuite, le deuxième point intéressant, exaltant pour moi, c'était en thèse quand j'ai confirmé cette preuve de concept avec ce capteur en allant plus loin, en pouvant démontrer une intégration auprès des industriels. Et là, je me suis aperçu qu'avec nos partenaires dans le projet, qui sont nombreux, et puis les autres industriels qui sont derrière ces partenaires sont extrêmement intéressés par notre situation en fait scientifique. Et voilà, c'était ces 2 points que je souhaite vous partager. Merci. Alors, je crois que j'ai encore le temps de vous poser une question. Donc, vous êtes des chercheurs entrepreneurs, je me répète. Vous avez des compétences qui sont celles des chercheurs, c'était vos compétences premières, et aujourd'hui, les compétences des jeunes chercheurs sont très, on va dire, étudiées, mises en valeur aussi, et dans l'accompagnement à la recherche, il y a cette dimension de constituer un portefeuille de compétences personnelles. Alors, ma question, c'est quelle est votre compétence de chercheur, donc une compétence qui préexistait, qui vous est particulièrement utile et fortement mobilisée dans votre action entrepreneuriale. Et puis, quelle compétence nouvelle
vous avez pu acquérir en allant justement dans cet univers nouveau de l'entreprise? Je vous pose peut-être une question difficile. C'est pas simple. Mais on peut aussi changer l'ordre des réponses. Hein. Peut-être une première, c'est quand on est chercheur, on sait travailler en anglais dans un environnement mondialisé. Voilà, faut peut-être le rappeler, parce que c'est vraiment le quotidien. Et quand on veut lancer une entreprise, c'est quand même un sacré avantage, parce que quand il faut rencontrer des Allemands ou des Américains, en fait, on n'a aucun mal à expliquer ce qu'on fait et juste à communiquer avec eux. Alors, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c'est quand même une sacrée force. Et là-dessus, la recherche prépare bien, parce que la recherche, c'est une communauté internationale sans frontières. Et quand on est entrepreneur, il faut voir au-delà des frontières, il faut être capable de se dire je peux interagir avec la planète entière. Ça, c'est quand même une sacrée force. Et là-dessus, on part avec un avantage qui est certain, parce que c'était notre quotidien. Ça, c'est vraiment une compétence, je dirais, qui fait partie du package de départ. Voilà. Et une qui nous manque ou que j'ai appris après, c'est peut-être plus le côté financier, comptabilité et gestion, où c'est important quand même de comprendre ces mécanismes, le montage financier, le fait que il y a des euros qu'on peut utiliser pour certaines choses et pas d'autres. Ce que je trouvais très barbant quand j'étais au labo, parce que ça me rendait fou de voir qu'on avait des lignes budgétaires qu'on peut utiliser pour du matériel, mais pas trop cher, du matériel un peu plus cher, pour recruter des gens. Enfin, je trouvais ça complètement hallucinant. Et en fait, on apprend à comprendre la logique qu'il y a derrière et à jongler un peu avec tous ces mécanismes-là, parce que c'est un vrai puzzle de financement où faut être assez agile. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on apprend à faire et qui est sacrément utile au-delà de la vie professionnelle. Ouais. Oui, de belles compétences, effectivement. Marina? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que du coup, avec mon expérience de plusieurs années, je suis également manager. J'ai une équipe, je forme des étudiants en thèse. Et ça, en fait, toute cette partie management, gestion de projet, ça a été vraiment très, très utile pour l'entreprise à structurer. Donc ça, c'est vraiment le point positif que m'a amené ma compétence de chercheur. Après, l'autre côté, effectivement, il y a le côté financier. Et là, on rentre dans le truc très entrepreneur. Il faut pitcher. Alors, il faut mettre de la valeur sur la société et pas sur le projet scientifique. Sauf que nous, en tant que chercheurs, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise toujours le projet, on valorise toujours la science. Et finalement, quand on pitch, il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est une difficulté. Le côté financier, il faut faire un business plan. Ouais, c'est quoi un business plan? Un business plan, c'est pas exactement le descriptif financier lorsqu'on fait un dossier scientifique, c'est un petit peu plus. Donc là, ça commence aussi ça fait des sujets compliqués. Et puis, il y en a tant d'autres. Le management d'équipe, c'est une chose quand on est chercheur et puis qu'on n'a pas géré les payes. Et c'en est une autre le jour où, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on est sur des périodes un peu plus compliquées financièrement et on se dit, OK, sauf que là, maintenant, j'ai la responsabilité d'employer et il faut que je trouve une solution parce que ces gens-là, il faut que je les paye. Voilà, donc il y a ces difficultés-là et bien d'autres encore. Merci. Mais c'est pas grave, hein, on le fait quand même. Voilà. Il faut pas que ce soit une barrière. Hein. Donc élargissement des compétences en tout cas. Alors Rouloud, est-ce que tu as... Pour moi, c'est la persévérance qu'on a appris en thèse. Ça servira pour l'entrepreneuriat. Et ce qu'on apprend quand on commence à entreprendre, c'est la gestion, le management. Julien? Et pour moi, je tiens à souligner effectivement qu'en thèse, on a eu beaucoup de choix de formation, notamment beaucoup de formations liées à l'entrepreneuriat. Et ça m'a beaucoup aidé pour déjà mettre un premier pied au management, gestion d'équipe, au business plan, etc. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Très bien, bien. Merci à vous. Alors j'espère que ces témoignages sont une belle invitation pour les jeunes chercheurs qui sont dans l'assistance. J'en reconnais quelques-uns. Donc c'est vrai que vous êtes bien, en fait, déjà très musclés avec des compétences dans votre parcours de recherche. Et puis il y a effectivement des compléments, des éléments de bascule autour des compétences entrepreneuriales. Donc bienvenue dans l'aventure. Merci à vous. Merci.